Bienvenue au CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, et où se trouve le LHC, le grand collisionneur de hadrons. Nous allons rencontrer Olivier Schneider, un professeur au laboratoire de physique des hautes énergies à l'EPFL. Il va nous expliquer la raison d'être du CERN. Alors, je m'appelle Olivier Schneider, je suis professeur de physique à l'EPFL, j'enseigne la physique des particules élémentaires, je participe à des recherches, notamment dans l'expérience LHCb au CERN. Alors le CERN, c'est le laboratoire européen de la physique des particules. Le but du CERN, c'est de fournir aux physiciens des particules élémentaires les infrastructures nécessaires, notamment en termes d'accélérateurs, pour étudier les processus les plus fondamentaux qu'on connaisse entre particules élémentaires et leurs interactions à la frontière en énergie. LHCb, c'est effectivement une expérience installée au Grand Collisionneur de Hadrons, le Large Hadron Collider, ou le LHC. Le LHC produit des collisions entre protons, des collisions frontales entre faisceaux de protons, à la plus haute énergie jamais réalisée en laboratoire, une énergie de 13 téraélectronvolts. L'expérience LHCb a pour but d'étudier les collisions proton-proton à haute énergie au LHC. Dans ces collisions, une énorme quantité de quarks B et C est produite qui se retrouvent dans des particules qu'on étudie le plus précisément possible. Le quark B, c'est le quark de beauté et le quark C, c'est le quark de charme. Les buts principaux de l'expérience LHCb, les buts de physique, sont d'une part d'étudier la différence entre matière et antimatière. Cette différence s'appelle la violation de la symétrie entre matière et antimatière. Et d'autre part, de chercher à observer des phénomènes qui ne sont pas décrits par une théorie qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules et qui a été développée durant ces dernières dizaines d'années et qui décrit l'ensemble de tous les phénomènes qu'on peut reproduire en laboratoire. Les 4 expériences du LHC se trouvent sur des sites différents le long du Grand Anneau. Rodolphe va nous conduire en voiture jusqu'à l'une d'elles que nous allons visiter. Il s'agit de l'expérience LHCb dont Olivier nous parlait, spécialisée dans l'étude des quarks beauté et charme. Bienvenue à la visite virtuelle de LHCb. Donc là, je me trouve actuellement devant l'entrée de la salle de contrôle de LHCb. Et c'est de là qu'on monitore et qu'on surveille l'expérience quand elle est en train de prendre des données. Quand LHCb prend des données, en fait, on doit vraiment contrôler que tout se passe bien, vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Noël et Nouvel An inclus. Pour contrôler le détecteur et voir que tout se passe bien, il n'y a besoin que de 2 personnes, tout est automatisé. La première personne, c'est le Shift Leader. Donc lui, il va plutôt s'occuper de vérifier que tous les membres du personnel sont en sécurité, et que le software qui prend les données de manière automatique fonctionne correctement. Et le data manager va regarder un peu plus en détail comment les sous-détecteurs sont en train de fonctionner. Mais tout le reste est vraiment automatisé. Alors pour descendre dans la caverne LHCb, on ne peut pas y aller comme ça. On a besoin d'un équipement spécial qu'on appelle l'équipement personnel de protection. Donc, les chaussures de sécurité, c'est pour prévenir les objets qui pourraient tomber sur vos pieds et vous blesser. On a aussi un casque, parce qu'en fait, il y a des gens qui travaillent à différentes hauteurs et qui pourraient laisser tomber des objets sur la tête. On pourrait se cogner contre des barrières. Et évidemment, dans la caverne, il peut y avoir de la radiation résiduelle qui reste dans les objets qui ont été exposés aux radiations. Et du coup, on a besoin d'un dosimètre qui peut enregistrer cette radiation pour être sûr qu'en fait, qu'on est en toute sécurité et qu'on n'a pas reçu une dose de radiation trop grande. Alors, ici, c'est une maquette qui est représentée à l'échelle 1:50 de la caverne, en fait, du point 8, qui est à 100 mètres sous terre et qui contient l'ancien détecteur Delphi et l'expérience LHCb. Donc, nous, on va descendre dans la caverne par ce puits d'accès, donc qui contient l'ascenseur. Et du coup, on va sortir par ici. Donc, on va arriver devant Delphi, qui est dans cette zone, du coup, sécurisée, parce qu'elle se trouve derrière presque 4 mètres de murs de blindage qui protègent toute la zone des radiations qui peuvent se passer là où l'expérience prend des données. Évidemment, quand on descend dans la caverne LHCb, en ce moment, il y a une donnée qui est prise parce qu'en fait, on est à un moment qui s'appelle le long shutdown,
Ça veut dire que tout le LHC est éteint. Et du coup, on a pu y descendre en toute sécurité. Durant notre visite en souterrain, nous serons accompagnés de Rodolphe, notre mécanicien de précision maison, qui nous présentera différents spécialistes qui travaillent dans la caverne. Et il y aura aussi Jacques, un responsable de la sécurité à LHCb. Je suis Jacques, je fais partie de l'équipe EROS du CERN. On permet à différents points du CERN d'avoir un appui en termes de safety. Et mon rôle consiste essentiellement à coordonner justement la sécurité par rapport aux travaux qui sont faits dans le cadre du LS2. Le point de vue safety sur la coactivité est très important. Donc mon rôle, il est de dire, attention, vous allez travailler avec tel groupe, tel groupe, tel groupe. Attention, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Maintenant, on va descendre dans la caverne LHCb. On va prendre cet ascenseur qui a en fait son propre générateur électrique. Comme ça, même en panne d'électricité, on peut quand même remonter. Et on va descendre à 103 mètres de profondeur. Donc en fait, des 4 expériences du LHC, c'est l'expérience la plus profonde. Les 4 grosses expériences du LHC sont construites et fonctionnent sous terre. Et en fait, le but, c'est d'éviter la pollution des particules cosmologiques qui pourraient venir perturber les expériences. Donc on voit qu'on a seulement 2 étages, 0 ici et -1. Sur ce petit panneau, on va pouvoir voir en fait en direct notre descente et à quelle altitude on se trouve. Donc pendant qu'on descend, on ressent en fait la pression qui pop dans les oreilles, c'est assez bizarre. Et Augusto, non? Oui. Donc on va t'interviewer après, c'est ça? Yes. Yeah. En français, c'est possible aussi. Hein? Oui, bah oui, alors si tu Avec peux. accent italien. Et c'est le film, on fait la TV series. Alors, on essaie en français. Avec l'ascenseur que vous avez pris avant, vous descendez pour 100 mètres sur le sol. Et là, vous êtes dans la première zone de l'expérience, on appelle la zone protégée. Parce que là, on n'a pas vraiment les détecteurs, mais on a un autre détecteur, en fait, que c'est celui-là. Et c'est un détecteur, l'ancien détecteur qui était dans la partie pas protégée, avec les faisceaux, avant. Il était avec les LED, oui. Et là, le détecteur, si vous voulez regarder, c'est celui-là. Et après, on peut encore regarder un peu plus haut, comme ça, on voit mieux les détecteurs, les centres des détecteurs. Et là, il était mis là parce que c'est bien à voir les détecteurs anciens. Ils sont jolis à regarder. Aussi parce qu'à remonter, c'était plus difficile d'avoir ça dans la caverne, dans la partie protégée. C'est bien à voir ça pour regarder l'histoire. Entre 1989 et 2000, le tunnel qui est actuellement utilisé par le LHC, en fait, il y avait non pas des protons qui se collisionnaient, mais des électrons et des positrons. Et sur ce LEP, il y avait 4 expériences. Cette expérience qu'on voit ici, c'est une de ces 4 expériences. Elle s'appelle Delphi. De son temps, avec ses 11 mètres de haut, Delphi était une des plus grandes expériences. Maintenant, elle fait figure de nain face à des géants comme CMS ou Atlas, avec ses 25 mètres de haut. Ces détecteurs sont disposés en couches cylindriques autour du tube de faisceau. Donc le tuyau que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le beam pipe. Et c'est là-dedans, en fait, que les électrons et les positrons se collisionnaient. Chaque couche effectue une mesure spécialisée. Tracking, mesure de l'énergie, identification. Les physiciens doivent ensuite combiner ces informations pour reconstituer le profil des particules créées lors des collisions. Et ils ont trouvé quoi au LEP ? Rien de moins que l'observation directe des bosons de l'interaction faible W et Z.
En particulier, c'est au LEP que l'on a déterminé qu'il y avait 3 familles leptoniques, pas plus, pas moins. Les différents câbles, tu vois, les arrivées de gaz ici, là, les différentes arrivées de tension aussi. Là, apparemment, là, il n'y a pas encore de fibre optique. Sans blague. Maintenant, peut-être on peut passer pour le côté pas protégé, le côté avec les faisceaux. On devrait descendre pour l'escalier et on peut aller là. Voilà. Waouh, ça c'est du mur de blindage. 4 mètres de mur de béton qui protège l'électronique et les gens des radiations dues aux collisions. Comme son nom l'indique, LHCb est spécialisé dans la détection des particules contenant un quark B. Après la collision proton-proton, ces particules ont tendance à être créées dans des cônes très proches du faisceau, d'où la forme de LHCb en cornet de glace. Passerelle du visiteur. En fait, quand on a les visites, on a les personnes ici. Et ça, c'est très bien parce qu'on peut regarder toute l'expérience dans l'ensemble. Les différentes couches de sous-détecteurs vont travailler ensemble pour étudier les produits de désintégration de ces particules. Et là, on peut voir l'interaction point, c'est tout à droite. Et là, on a les premiers détecteurs, c'est vélo. Le vélo dont parle Augusto, c'est le Vertex Locator, placé à quelques millimètres seulement du point de collision. Son job, c'est de sélectionner les maisons B parmi la multitude d'autres particules produites, une tâche délicate car elles ont une très courte vie. Les produits de désintégration de ces maisons B vont ensuite produire des indices dans les différents sous-détecteurs. La grosse pièce en bleu, c'est l'aimant dipôle de LHCb, qui permet de faire dévier les particules chargées grâce à la force de Lorentz. La quantité de mouvement pourra être mesurée grâce aux stations de tracking avant et après l'aimant. Cul laisse des traces d'excitation dans ces matériaux sensibles, silicium ou gaz, créant ainsi un signal électrique mesurable. Les Reach 1 et 2 sont des détecteurs Cherenkov qui permettent l'identification des particules. Les caloromètres électroniques et hadroniques stoppent les particules et permettent de mesurer leur énergie. Enfin, les stations à muons sont importantes pour reconstruire précisément les muons provenant de désintégration. Allons voir tout ça de plus près. Le puits de transport du matériel vaut quand même le détour. Et voici la bouche d'aération qui nous évite l'asphyxie. Le point névralgique, c'est le vélo. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? Pas vraiment beaucoup de choses parce que là, normalement, on a les Reach 1, mais maintenant, il n'y a rien dedans. Parce qu'on fait l'upgrade, on fait la mise à jour aussi de les Reach 1. On a seulement les blindages. On va mettre dedans les nouvelles Reach 1 et après on va fermer tout. Il y a aussi des travaux sur vélo. Alors vous pouvez aller tout en fond, comme ça. Là, pour entrer in cette zone-là, on a besoin de dosimètres que c'est différent. Et là, alors, on a les vélos. Peut-être vous pouvez regarder aussi pour ce côté-là. Il y a une personne qui travaille. Et ça, c'est un détecteur très, très important pour LHCb. Situé à quelques millimètres du point de collision, le vélo est coupé en deux et chaque part est formée de 21 éléments en silicium. Il permet de mesurer la distance entre le point de collision et le point où les particules B se désintègrent avec une précision au centième de millimètre. Et après, on a l'aimant. Et l'aimant, c'est fait par deux bobines, deux grandes bobines. Et les poids des bobines sont 27 tonnes chaque. Et après, cette bobine, il fait une grande force. Et alors, ils sont tenus pour des clamps qui sont très grands. Autrement, va partir. Et après, on a la coulasse d'éléments, que c'est celui-là tout bleu. Et là, le poids de ça, c'est 1500 tonnes. La puissance de l'aimant, vous vous souvenez? On peut dire que le champ magnétique, c'est maximum 1 Tesla, mais on peut dire que l'intéressant pour nous, c'est d'avoir les 4 Tesla sur 1 mètre. C'est ça la longueur de l'aimant. On peut dire que c'est 20 000 fois le champ magnétique de la Terre. Et il va durer, du coup, il va encore durer pour le run 3. Oui,
Ça, on ne peut pas vraiment changer. C'est quelque chose qui reste pour toute la vie de l'expérience. C'est très fort les champs magnétiques. Enfin, on peut travailler à côté quand il y a les champs magnétiques, mais on devrait faire attention à toutes les choses qui sont magnétiques. Par contre, on ne peut pas utiliser des tournevis magnétiques parce qu'autrement, les mains prennent toutes les choses. Donc maintenant, on va rencontrer un spécialiste de l'électronique à LHCb qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites ainsi ? Donc moi je travaille pour l'infrastructure de l'expérience LHCb et en particulier pour tout ce qui est câblage, l'installation de l'électronique, par exemple dans des racks comme on voit ici. Et je suis responsable d'électricité aussi en général pour LHCb et aussi des systèmes de sécurité. Par exemple, les racks ici, ils alimentent quelle partie Alors ici ça va être pour le détecteur UT. Okay. Donc on va installer ce genre d'alimentation basse tension dans les racks. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de câbles ensuite à connecter. Ça, c'est des câbles basse tension, low voltage. Et il y a d'autres risques auxquels vous devez faire face ? Donc le risque électrique, bien sûr, il existe pour le personnel. Donc quand on fait tous ces travaux, bien sûr, tout est hors tension. On fait faire ça par du personnel habilité. Après, en cas d'incendie dans une armoire, alors pour couvrir ce risque, on a une détection incendie dans la caverne. On en a même aussi dans les racks. On voit ici d'ailleurs. C'est des fils électroniques qui commencent à fumer, on va le détecter. Et puis on va couper automatiquement l'énergie de ce rack. Et ensuite les pompiers du CERN seront avertis. Et donc ils seront là ici en 5-10 minutes pour au cas où éteindre un incendie. Okay. Souvent on me demande l'électricité, combien consomme le CERN, combien consomme LHCb. En fait nous LHCb, notre gros consommateur c'est l'aimant. Donc lui c'est 80% de notre électricité. En fait c'est assez énorme, comme c'est un aimant chaud. Dans les autres expériences, parfois ils utilisent des aimants froids, on dit, avec de l'hélium. Nous, on a 5850 ampères dans nos bobines, avec 400 volts de tension, ce qui nous fait 4,6 MW. 20 autres %, les gros consommateurs, ça va être les serveurs, tout ce qui est computing, on a besoin pour traiter nos données. Donc ceux-là, ils sont en deuxième consommateur. Puis après, on a toute l'électronique, donc comme ce qu'on vient de voir, les alimentations électriques, basse tension, haute tension, etc. On a des systèmes de refroidissement, environ 300 kW. Et si vous arrivez à nous donner une intuition de combien ça représente par exemple par rapport à une ville comme Genève ? Alors en fait quand on est en fonctionnement nominal, quand le LHC tourne, on a des collisions, etc. Le CERN on est à peu près à 180 MW et sur une année ça représente à peu près le double de la consommation des gens sur Genève par exemple. Donc c'est beaucoup. D'ailleurs ça fait une dizaine d'années, il y a un groupe maintenant au CERN qui travaille pour la réduction d'énergie utilisée au CERN. Donc peut-être vous avez vu, il y a des travaux en surface, par exemple c'est typiquement un projet pour récupérer la chaleur de l'eau, par exemple de notre aimant, l'eau circule, et plutôt que d'évaporer dans la nature, on récupère l'eau, elle va aller dans des conduits pour alimenter un nouveau quartier qui se fait à Ferney-Voltaire. Merci beaucoup pour votre temps. Ah, pas de souci, vous êtes bienvenue. S'il y a bien quelque chose dont nous sommes fiers à LHCb, c'est l'efficacité de détection des muons. Ces particules à long temps de vie volent dans le détecteur et n'interagissent que très peu. Leur reconstruction est assurée par ces 5 stations qui couvrent en tout la surface d'un terrain de basket. De plus près, ça donne ça. Chaque module est constitué de chambres emplies de gaz qui est ionisé par le passage d'un muon, ce qui induit un courant électrique collecté dans les petits fils. Il y en a des millions. Si on les mettait bout à bout, on pourrait couvrir la longueur Genève-Madrid. C'est Georges Charpak qui est à l'origine de cette invention révolutionnaire et il gagna pour sa chambre à fil proportionnelle le prix Nobel en 1992. Entre le Reach 2 et les stations à muons se trouvent les calorimètres. Il y en a 2 types, les calorimètres électroniques et hadroniques, mais ils ont le même objectif, d'abord stopper les particules incidentes en les faisant interagir avec la matière dense, puis collecter ces émissions électromagnétiques pour déterminer leur énergie. On voit bien leur structure en sandwich, entre un matériau lourd comme du plomb et un matériau scintillateur.
Pour que tous ces sous-détecteurs compliqués travaillent en harmonie, ils doivent être placés avec une précision d'horlogerie. C'est le travail des géomètres de LHCb. The first question would be, would like you to present yourselves and explain what you are doing here in the cave and which kind of measurements you are doing. Okay, so I'm Anna, I'm from Poland, and yes, I'm a surveyor. I'm Pascal from Belgium, surveyor for HCB. As you probably know, surveyors do usually land measurements, but it's also like the type of like large-scale metrology, what we do. So we provide the alignment of all the machine in LHCb. Basically here what's important is the detector itself. Yes. So it's rather easy, it's like a lot of different layers that should be precisely aligned perpendicular to the beam. So for us the main reference, the only reference here is this nominal beam. We call it nominal because the real beam nobody knows where it is. Les responsables de chaque sous-détecteur décident avec les géomètres des points de référence relatifs aux parties sensibles. Anna et Pascal pourront ensuite les aligner et les monitorer par rapport aux autres détecteurs et enfin par rapport au faisceau nominal, le point de repère initial. Ces mesures très précises sont possibles grâce à une technologie de pointe utilisant un tracker laser. Donc l'instrument qu'on utilise le plus souvent c'est le laser tracker. Il permet de mesurer des angles, un angle horizontal, un angle vertical et une distance. Et il mesure sur des coins cubes. En fait c'est 3 miroirs à 90 degrés l'un de l'autre, ce qui fait que peu importe comment le beam arrive, il repart exactement dans la même... Si vous regardez, normalement, vous voyez votre œil directeur à l'intérieur. L'appareil peut détecter le prisme et le suivre. Donc l'instrument est dans une position aléatoire, on le bulle approximativement. Et ensuite, il fait une série de mesures sur un point qui est connu. Donc là, quand il clignote, c'est qu'il prend la distance et puis il fait plusieurs retournements complets, ce qui lui permet de précisément déterminer la verticale locale et compenser pour le mauvais ajustement de départ. Il est temps de dire au revoir à la caverne. Nous y avons appris beaucoup de choses sur LHCb et nous avons eu la chance d'accéder à des lieux normalement interdits aux visiteurs. Avant d'atteindre la surface, Sourapat et moi nous soumettons au détecteur main-pied pour nous assurer de ne pas être contaminés par des radiations. Yay! Je suis pas contaminée. What a day! What a day. Les années de fonctionnement du détecteur et de collecte de données permettent à la collaboration LHCb de publier régulièrement des résultats à l'avant-garde de la recherche fondamentale. On y a par exemple observé la violation de la symétrie charge-parité dans les désintégrations de quarks beauté et charme. Mais son programme teste aussi le modèle standard dans bien d'autres domaines. Comment fait-on en pratique pour reconstruire les collisions proton-proton dans un détecteur aussi grand ? Olivier Schneider va illustrer la reconstruction d'un méson B étrange. Donc la désintégration d'un BS en 2 muons est très intéressante parce que le modèle standard prédit sa probabilité. Le but de l'expérience LHCb pour cette désintégration était de mesurer cette probabilité pour ensuite comparer avec la prédiction du modèle standard. Et il y a plein de nouvelles théories qui prédisent que cette désintégration se fait avec une probabilité différente de celle du modèle standard. Donc le premier but de l'expérience était déjà d'observer cette désintégration, de compter combien de désintégrations on voit pour estimer cette probabilité. On a ici une représentation d'un événement enregistré par le détecteur LHCb et dans lequel on pense qu'on a identifié une désintégration d'un BS en 2 muons. On voit ici sur ce poster un agrandissement de la région autour du point d'interaction. On voit sur la gauche ici le point où les 2 protons se sont collisionnés et ont produit toutes sortes de particules qui ont été reconstruites dans le détecteur et qui sont représentées par ces traits blancs. On voit les 2 muons qui ont également été reconstruits avec des détecteurs dédiés spécialement à la reconnaissance de ces muons. On voit que ces 2 muons proviennent d'un point qui est différent du point de collision
Et donc, on peut faire l'hypothèse qu'un BS a été produit à voler sur une distance dans cet événement de 14 mm avant de se désintégrer. En travaillant avec des faisceaux à haute énergie, les expériences sont forcément exposées à de fortes radiations qui viennent en contaminer les différentes parties. Lorsque des pièces de sous-détecteurs, des supports ou même des câbles sont remplacés, ces déchets particuliers doivent être éliminés selon une procédure stricte. Nous en avons discuté avec Mathias. For what is going to be radioactive waste at LHCb, in the end, in the far future, everything is going to be waste at some point. And some of it is going to be conventional within a, let's say, reasonable amount of time. Basically, so this is the extended buffer zone. What we have to do is everything that comes out of the cavern has to be checked for radiation and to make sure that if we throw away, it doesn't have an impact on human health or the environment. Compared to a nuclear power plant, we are luckily very, very low in level. So basically, most of the things that we take out from the experiments are super low level. I have to say that since we create artificial isotopes, they are legally radioactive, but even with our very sensitive instruments, we have a hard time of measuring them if we don't have a huge mass of it at one point. We have only some things that are close to the beam pipe, which again, not power plant levels, but above the usual legal limits for a very short time after the beam stops. For example, we have back here the HCAL beam plug, which is lead, which is basically a huge block of lead that was really close to the beam line. What we try to do is to take on the removal of this thing as late as possible during LS2 so that the dose rate will already fall down. Now, after 2 years, it's around 9 microsieverts per hour on contact, whereas, for example, on an intercontinental flight from Europe to America, you can get, depending on weather and sun activity, you can get between 2 and 10 microsieverts per hour. We try to minimize that as much as possible because of the protection of the environment, but also because radioactive waste is extremely expensive to dispose of. So if you are talking like we have here, this minimal radioactive waste, a cubic meter costs around 100 to 200,000 Swiss francs. If you have highly activated stuff, it can cost around 500,000 per cubic meter. And since we have like a couple hundred cubic meters of stuff that might be irradiated, we want to minimize it as much as possible. That's also why we store things here and we try to reuse a lot of stuff. Bonjour, je suis Prima, je fais partie de la collaboration LHCb au CERN. Comme vous avez peut-être déjà vu dans cette vidéo, on est en train d'améliorer notre détecteur afin de mieux comprendre la physique des particules élémentaires. Environ 60% des éléments de détecteur vont être remplacés par des versions plus efficaces et plus performantes dans ces nouvelles conditions. La première étape qui a lieu en ce moment va nous permettre d'enregistrer les données plus efficacement et aussi à un taux 5 fois plus élevé que ce qu'on a fait déjà. Avec ces nouvelles données, certaines de nos mesures pourront atteindre une précision comparable avec des prédictions théoriques, ce qui nous permettra de tester plus finement la modèle standard. On pourra aussi rechercher des phénomènes plus rares qui n'est pas observé avec les données actuelles. Yes, I'll take it. Nous nous trouvons à un moment charnière pour LHCb. En 2022, le détecteur remis à neuf recommencera sa collecte de données avec un œil nouveau. Un exemple de nouveau sous-détecteur pour lequel l'EPFL a été extrêmement impliqué est le tracker Sci-Fi. Ce tracker permettra de reconstruire la trajectoire des particules avec une vitesse et une précision record. Il fonctionne grâce à une technologie utilisant des couches de fibres scintillantes très fines qui émettent de la lumière au passage d'une particule. Cette lumière sera lue et traduite en signal électrique grâce à des pixels en silicium organisés en rangées. Ces matelas de fibres couvriront une surface totale de 360 m². Ils sont installés ici, dans le hangar d'assemblage. Le dernier mot revient à Sune, qui va nous montrer la complexité des alimentations nécessaires à ce détecteur. So welcome to the Sci-Fi Assembly Hall. My name is Sune Jacobsen. I'm Danish, but I have spent my last 12 years here at CERN. And at the moment, I'm one of the people in charge of the Sci-Fi Assembly. We are standing very, very close to a C-frame.
And we're actually assembling 4 of these in parallel. The structure is really shaped like a C. So this will be part of the new SciFi detector, which is a huge tracking detector, the largest tracking detector in LHCb. So we are building 300 something square meters of tracking detector, which has a very low material budget and very equally distributed, which is very nice, which is one of the things we really aim for. The scintillating fibers, they're coming here, and then they end about this level. And here we then have an array inside of the silicon PMs. So a charged particle will come, it will hit a bunch of our scintillating fibers, they will send out light. Light will go in this direction and in this direction. Half the way up, we have a mirror, so the light will come back. It will end up in a few channels, or maybe just one, of silicon PMs. And then we know in this dimension where the particle passed. We actually have the services running already. So this one, it's actually running with cooling. So we have cooling water, but also we have SiPMs, which needs to be cooled a lot. They need to be able to go down to something like minus 40 degrees Celsius. Now, welcome to the top of the C-frames. So before I explained a little bit on the bottom, now we are about 7 meters higher up. The modules are about 6 meters long. And here we have C-frames that are a little bit different stage. And then you see this piece here. This is a high precision piece, because this is really what is holding the modules. Because here you see these red cables. This is really the bias for the silicon PMs. The black ones, that's the low voltage for the electronics. Then you have the flow meters to measure the dry gas. And then you have the NOVAC lines for the cooling. And here we actually have a NOVAC manifold where we fan out to all the different places we need cooling. You even see here also the water cooling block. So this is where we will later install the electronics. And then we will use water in the 2 pipes here to cool down the block and then cool down the electronics. Or rather, keep them at room temperature. C'est tout pour cette visite du point 8 du LHC et nous vous remercions de nous avoir accompagnés. Les upgrades continueront au LHC pour encore bien 2 ans avant que les collisions de protons ne reprennent et avec elles, l'acquisition de nouvelles précieuses données. D'ailleurs, je me demande si les vaches savent que des scientifiques testent les lois de l'univers à 100 mètres sous leurs sabots. En attendant, restez curieux et en espérant que des temps meilleurs post-pandémie nous le permettent, nous nous réjouissons de vous voir à LHCb, en vrai cette fois-ci.